Dans les épisodes 16 et 17, on apprend qu'Ava va enfin quitter son bad boy, et puis on apprend qu'elle ne le quitte plus. Barry va au bord de la piscine, il cherche Lily des yeux, mais ne le dit à personne. Elle n'est pas là. Il participe alors à la grande scène tragique et comique des boucheries Stone et Stone. Harry Stone assiste impuissant au départ de son épouse, au bras de Reno Romance, l'acteur célèbre qui est en résidence pour écrire la suite de John Dixie. Barry a maille à partir avec Madame Peterson, la mère des 4 fils, qui a toujours un foutu caractère. Il accompagne les 2 médecins qui viennent voir si Marjorie Bennett n'a pas besoin d'une assistance après la disparition de son mari. Marjorie a d'ailleurs un comportement très étrange. Barry appelle le shérif Duncan pour le mettre au courant des derniers événements et comprend que celui-ci est très inquiet pour la tranquillité de son été. Et nous voilà arrivés au bon endroit. What you wanna be, do what you wanna do, live how you wanna live, stay where you wanna stay. Just give a little more, just give a little more. Wait a little while, wait a little while. Rock a little, 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 rock a little. Rock a little, 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 rock a little. Je rejoins Ava à la réception. Elle m'accueille avec un grand sourire. Je dis « Aïe, je crains le pire ». Kevin m'a appelé pour s'excuser. C'est bien ce que je craignais. Non, Barry, je t'assure, il avait l'air vraiment sincère. Il m'a dit que je pouvais retrouver ma liberté et qu'il allait chercher du travail tout de suite. Il m'a supplié de rentrer et de prendre quelques jours de congé pour que nous puissions nous retrouver. C'est n'importe quoi. Ava, qu'est-ce qu'il entend par retrouver ta liberté ? Je pose la question. Alors, je suppose qu'il voulait dire que je pouvais continuer mon travail, sortir quand je veux, voir qui je veux, rentrer à l'heure que je veux, ma liberté, quoi. Mais tu sais, je n'ai pas envie d'être libre sans lui. Qu'est-ce que je peux dire ? Ava n'est pas prête, elle a encore besoin de se faire taper dessus par son bad boy d'amour. Ce mec, c'est de la cam pour Ava, difficile de s'en défaire. Je dis, tu aimes que Kevin te batte ? Ça t'excite ? Non, parce que c'est l'impression que tu donnes. Elle baisse la tête. Elle murmure pour elle-même. Je veux y croire. Je baisse les bras. Donc je ne dois plus aller chercher tes affaires avec Matthew. Elle fait non de la tête. Elle n'ose pas me regarder. Je dis, tu n'as plus besoin de la chambre ? Non. Tu veux que je te réserve une chambre d'hôpital pour demain ou après-demain ? Ava sursaute et me fusille du regard. « Excuse-moi, ça me fait mal. Je tiens à toi, Ava. »
Je la prends dans mes bras, elle pose sa tête contre ma poitrine, elle tremble un peu, elle me murmure « Merci, moi aussi je tiens à toi ». Puis elle relève la tête et plonge son regard dans le mien. Elle ne scie pas, je ne respire plus, les yeux clairs. Elle dépose ses lèvres sur les miennes, sans fermer les yeux. Nous restons ainsi, en communion, une éternité. Elle s'écarte. Je crois que je rougis. Ava prend mes mains dans les siennes et les embrasse en disant « Merci, Barry ». Un client nous interrompt. Ava s'en occupe. Il est 18h30. J'appelle le service d'étage et je demande qu'on m'apporte un bourbon lemon. Oui, à la réception. Je suis dans le bureau, merci. Je me renverse dans mon fauteuil et je ferme les yeux quelques instants. L'image d'Amélia s'empare de moi. Pas Amélia de ce midi, non, Amélia d'il y a quelques jours. Amélia qui est de bonne humeur parce qu'elle a eu le temps de décompresser après l'hôpital. Elle m'a appelé en urgence en disant « J'ai envie de te donner envie ». Alors je suis allé la retrouver. Elle avait servi 2 verres de vin. Il y avait également sur la table basse du salon une coupelle avec des olives vertes et quelques saletés croustillantes et délicieuses. Elle m'attendait et portait une robe rouge qui épousait les formes de son corps comme une seconde peau. Ses seins occupaient tout l'espace disponible qu'il restait dans mon cerveau. Je ne voyais qu'eux. Amélia avait envie de me donner envie, c'était réussi. Elle m'a fait un signe pour arrêter mon mouvement alors que je m'apprêtais à me déshabiller. C'était notre rituel. Pas de préambule, c'était après qu'on parlait, après qu'on buvait, après qu'on grignotait. Souvent juste grignoter, parce que nous étions déjà rassasiés. Je me suis figé. Amélia a lentement tourné sur elle-même. Sa robe était fondue à l'arrière jusqu'au-dessus des fesses. Ensuite, elle s'est approchée, trop lentement à mon goût. Elle était à portée de main, mais j'avais interdiction de la toucher. Les codes sexuels ont du bon, sauf ce jour-là. Il me restait un seul neurone et il demandait qu'on s'occupe de ma queue. Amélia m'a donné envie de faire l'amour comme jamais. Je secoue la tête pour chasser cette vision. Je ne dois pas penser au désir que nous éprouvons l'un pour l'autre. Je suis faible, je suis capable de l'appeler par peur de ne plus jamais connaître une telle complicité sexuelle. Rien que pour un moment de plaisir, je serais capable de dire « Oui, habitons ensemble !» Je suis interrompu dans ma rêverie par des cris venant du hall de réception. Je sors précipitamment et j'aperçois Duke Crown qui se tient près de la statue des dauphins. Il a son portable dans une main et dans l'autre, il agrippe une bouteille, certainement de l'alcool qu'il est allé acheter dans une boutique extérieure. Il titube un peu et pleurniche. Je m'approche et je l'entends dire « Tu ne peux pas me faire ça, non, pitié, reviens !» Duke Crown. Après avoir marché une bonne partie de l'après-midi dans Butler's Stall, avoir constaté que le monde tournait comme il fallait, avoir observé que la plupart des gens respiraient le bon air marin et le bonheur temps plein, il s'est assis sur un banc de la place Hope avec une bouteille de vodka achetée en douce et dissimulée dans un sac en papier. Il goulotte en cachette, chaque fois qu'il est certain que personne ne le regarde.
De toute façon, pense-t-il, est-ce que les gens heureux remarquent la souffrance autour d'eux? Que dis-je, l'apocalypse? Pas sûr. Ces riches n'ont de compassion pour autrui que le dimanche à l'office. Une compassion enfouie dans un sac en papier tant elle est hypocrite. Tous des cochons qui trottinent sur place pour ne pas s'éloigner de leur mangeoire de bonheur. Ce qu'ils sont gras et vieux. C'est peu dire que Doug voit le monde au travers d'une lentille déformante. Il goulotte. Son esprit vagabonde et retourne à Los Angeles, dans la cuisine de leur maison. Il y a sur la table 2 assiettes garnies avec des burgers bien épais, des frites et beaucoup de ketchup. Ruby est assise et l'admire quand il revient de son travail de détective. Elle lui demande s'il a coincé cette femme polonaise qui trompe son mari. Elle espère que oui, parce que cette garce profite de la naïveté de ce bonnet d'époux trop amoureux pour ouvrir les yeux. Il répond qu'il a des clichés d'elle avec son personal trainer quand il se roule un patin et qu'elle lui lèche l'oreille et que lui déploie sa queue de paon. Des beaux clichés bien nets. Viens t'asseoir, mon chéri. J'ai préparé le repas que tu aimes. Tu dois reprendre des forces, parce que ce soir, je veux que tu me fasses grimper au rideau. Il prend la place en face de sa femme et le couple mange en se racontant les petites choses qui n'intéressent personne excepté ces deux-là. Ruby attaque son 2e burger et la sauce dégouline sur son menton. Doug se lève et essuie le ketchup avec sa serviette. Ruby lui dit qu'il est tellement mignon. Doug a mal. Il faut qu'il cesse de penser à sa femme. Elle n'est plus là. Il se lève. Il sait ce qu'il doit faire. Il doit l'appeler. Il ne peut pas la laisser partir. Il doit se battre pour son couple. Il n'est jamais trop tard. L'amour ne peut pas disparaître comme une tache de sauce que l'on essuie à la commissure des lèvres. Il marche vers l'hôtel Paradis et répète dans sa tête tout ce qu'il va dire à Ruby. Les paroles viennent toutes seules. Il imagine que sa femme ne sera pas indifférente à la vague de chaleur qu'il s'apprête à déverser dans leur mariage. Doug entre dans l'hôtel. Il décide de se mettre près des dauphins. Ils vont lui porter chance. Il suffit de les regarder et vous avez envie de croire que l'eau est encore plus bleue. Il prend son portable, il tremble un peu. Tout va bien se passer. Il scrolle jusqu'au numéro de Ruby. Il appuie sur appel. Ça sonne plusieurs fois et Ruby décroche. « Allô, Doug, c'est toi ?»« Oui. »« Tu n'es pas en vacances? Comment ça s'appelle encore? »« Butlerstall. »« Oh yes, c'est vrai. Ça sonne moins bien que Monaco ou les Seychelles. »« Je suis à l'hôtel Paradis. »« C'est vrai. Alors, c'est le paradis? » Comment veux-tu que ce soit le paradis, Ruby, si tu n'es pas là? Tu m'appelles pourquoi? Ruby, est-ce que tu veux bien m'écouter? Je dois te dire quelque chose de très important. Je t'écoute, mais fais vite. Je dois aller au Nails Club. Doug coupe un instant le micro de son téléphone, puis il pousse un cri en regardant la statue des dauphins pour se donner du courage. Il reprend. Ruby, je t'aime. Oh, Misery, c'est tout ce que tu as à me dire? Je suis venu ici sans toi et tout est mort. Je n'arrive pas à faire un pas devant l'autre sans tenir ta main. Je voudrais que nous recommencions à zéro. Je vais changer de métier. Je sais que tu n'aimais pas quand je partais le soir en filature. Tout ça sera terminé. Je veux te rendre heureuse. Je veux enfin te donner ce que tu mérites. Je m'en rends compte maintenant. J'ai été aveugle. Je suis prêt pour avoir des enfants. Doug, arrête. C'est vrai, ce que je viens de te dire est ce que je désire au plus profond de moi. Doug, darling, it's too late. Je suis amoureuse de Bertrand et je crois que je suis enceinte de lui.
Tu ne peux pas me faire ça. Non, pitié, reviens. Ne pleurniche pas, darling. Tu sais que je n'aime pas ça, c'est vilain. Mon amour, pitié, je suis certaine que tu as le nez qui coule et je n'aime pas ça. Darling, sois un homme, a man in full. The Crown a un voile noir qui lui passe devant les yeux. Il lâche sa bouteille et son portable. Il se prend la tête, gémit, puis tombe à genoux. Son téléphone est passé en mode haut-parleur et on entend la voix de Ruby qui dit « Darling, tu n'as pas raccroché? Bon, je te laisse. Sois un peu plus courageux. Darling, si tu essayes de me culpabiliser, ça ne marche pas. Darling, fucking fuck. Darling, je kiffe my life. Alors, essaye de ne pas gâcher ça. » Mais M. Crown n'entend plus rien. Il est abattu. Barry Williams arrive en courant. Il s'agenouille et prend Crown par les bras. Il le relève et va l'asseoir dans un divan. Le visage de Crown est décomposé. On dirait qu'il vient de croiser un fantôme, celui de sa vie passée. Maggie Dunn, qui est encore dans l'hôtel, arrive dans le hall et s'approche des deux hommes. Elle dit à M. Williams qu'il faut allonger le client. Elle va chercher de l'eau. Un petit attroupement se forme. Ava apporte un seau et ramasse les morceaux de verre, puis essuie le sol avec une serpillière. Elle ramasse le téléphone portable de M. Crown et l'apporte à Barry. Quelqu'un dit qu'il faudrait appeler un médecin. Barry fait non de la tête. Matthew arrive également. Il écarte doucement les clients en disant qu'il faut lui laisser de l'espace. Les deux officiers sortent de la salle de bal. Ils ont entendu un cri et se demandent s'il y a, on ne sait jamais, un autre drame. Maggie revient avec un verre d'eau. M. Crown se redresse un peu. Il boit. Il retrouve un peu de couleur. Barry lui demande s'il veut aller dans sa chambre. Crown répond que non. Il préfère rester ici. Il a besoin de voir du monde. Barry lui tend son téléphone. M. Crown le regarde comme s'il s'agissait d'un objet nuisible. Il le glisse dans une poche en disant qu'il ne veut plus jamais utiliser ce foutu machin qui le relie à sa femme. Il sourit tristement et rajoute « mon ex ». Barry prend Maggie à part et lui dit « Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous ?»« Je n'ai pas envie, M. Williams. Je vis seul et j'ai toujours les images de cette pauvre femme dans ma tête. Je ne veux pas me retrouver chez moi avec elle. Je préfère rester ici. Et où allez-vous passer la nuit ? Oh, je ne sais pas encore, mais je trouverai. Je vais demander à April ou à Molly. Elles voudront bien que je passe quelques jours chez elles. Si vous ne trouvez pas, dites-le moi et je m'arrangerai. Est-ce que vous voulez voir un psychologue ? Ça pourrait vous aider. Maggie sursaute. Un psychologue ? Non, non, surtout pas. Vous savez, vous y avez droit, et puis ça aide de parler de ce que vous avez vu. Vous ne devez pas garder ces images pour vous. Je sais, M. Williams, je sais. J'ai une amie qui a vécu la même chose. Vous voulez dire qu'elle a vu un homme se faire abattre dans la rue à Los Angeles. Elle était juste à côté de lui. Elle a même reçu du sang et aussi, enfin, autre chose, quand la tête de l'homme a explosé. Oh, je suis désolé. Non, il ne faut pas, M. Williams. C'était il y a longtemps. Après ça, Courtney, c'était son nom, me disait qu'elle n'arrivait pas à chasser l'odeur du sang et de la... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi qu'elle revoyait tout le temps la tête de ce pauvre monsieur éclater comme... oh. Elle a vu un psychologue ou quelqu'un dans le même genre, mais c'était pire. Elle ne voulait plus en parler. Elle voulait oublier. Et lui, il n'arrêtait pas de lui dire qu'il fallait en parler. Moi aussi, je lui disais la même chose. Je sais qu'il ne faut pas garder pour soi ces choses-là. Courtney, elle ne voulait rien entendre. Elle a fini par se suicider. Non, M. Williams, je ne veux pas avoir un psychologue, mais je vous promets que je ne vais pas garder ces images pour moi.
Barry Williams. L'officier McCoy et l'officier Martin nous rejoignent. Ils me disent qu'ils n'ont plus que 2 clients à voir. Ceux-ci sont partis en excursion depuis 3 jours, donc on peut les écarter. Voilà, ils ont terminé leur travail. Maintenant, il faut attendre les résultats. McCoy dit « Nous reviendrons demain avec une partie des résultats. Nous saurons déjà s'il y a une correspondance au niveau des empreintes. Je vous propose une réunion vers 10h dans la salle de bal. J'en ai déjà touché un mot, shérif. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Matthew et moi nous acquiesçons et les 2 officiers partent vers la salle de bal pour remballer leur matériel. Duke Crown a l'air d'aller beaucoup mieux. Il se lève et va sur la grande terrasse en face de la piscine. Ava retourne à la réception, Maggie passe un appel sur son téléphone portable. Je dis à Matthew que nous allons y aller, sans préciser où. Je ne veux pas qu'Ava se doute de quelque chose. Je fais un détour par mon bureau et je prends dans un tiroir une paire de lunettes de soleil. Je sais que je pourrais en avoir besoin. Mon bourbon lemon est posé sur le bureau. Cul sec. Je quitte la réception. Ava ne me regarde pas. Même si elle a décidé de rentrer chez elle ce soir, je sais que c'est une mauvaise idée. Je dois intervenir. Je vous retrouve bientôt. Nous montons dans une des voitures du paradis. C'est Matthew qui conduit. Je lui dis de prendre la direction de l'appartement d'Ava. Nous devons faire en sorte que Kevin quitte Butlerstall. Il ne laissera jamais Ava tranquille. « Tu veux que je m'en occupe ?» demande Matthew. « Nous verrons sur place, mais je crois que tes talents seront utiles. Compte sur moi. » Nous roulons en silence. Butlerstall est une ville sans embouteillage, car la plupart des gens se déplacent en voiturette électrique, à vélo ou à pied. Résultat, nous arrivons chez Ava en quelques minutes. Nous nous garons devant et nous descendons de voiture. Je dis à Matthew de rester derrière moi et je frappe sur la porte avec insistance. Je veux que Kevin comprenne d'entrée de jeu que nous ne rigolons pas. La porte s'entrebâille et un visage endormi nous demande « C'est quoi ce bordel ?» Kevin n'a pas du tout la voix à laquelle je m'attendais. Il a une voix aiguë, très désagréable, qui ne correspond pas à son physique d'ancien taulard. Je m'appelle Barry Williams et je travaille au Paradis Hotel. « Ah oui, vous êtes le vieux qui règle les problèmes. » J'ai envie de lui envoyer mon poing dans la figure, mais je me retiens. Je suis Barry Williams de l'Hôtel Paradis, pas celui de Londres. Matthew dit « Veuillez parler sur un autre ton à M. Williams. »« Oula, toutes mes excuses, votre honneur. » Je me trompe ou il se fout de nous?
Je décide de ranger Barry Williams de l'hôtel Paradis derrière un paravent et je laisse Barry de Londres reprendre le dessus. Je mets mes lunettes de soleil, je fais un signe à Matthew. Il me précède et pousse violemment la porte. Kevin est projeté en arrière. Il est à poil. Son sexe est tendu. Il est excité. Matthew l'attrape par le cou et le plaque contre le mur. L'autre ne dit pas un mot. Je sens que pas grand-chose ne peut l'impressionner. Emmène-le dans la cuisine. Matthew pousse Kevin, qui se laisse faire. Une fois dans la cuisine, je désigne une chaise. Matthew force Kevin à s'asseoir, puis il s'écarte et se tient derrière lui, bras croisés, faisant ressortir ses biceps aussi larges que mes cuisses. Kevin prend ses aises. Il écarte les jambes et je vois qu'il est toujours en érection. Sur la table, il y a un ordinateur portable ouvert avec une image en pose, celle d'une femme attachée, jambes écartées, qui est pénétrée par un énorme godemiché en métal. Elle pleure. Son maquillage a coulé et elle ressemble à une sorcière sur le point d'être brûlée vive. 3 hommes, en habits de cuir, des bourreaux d'un autre âge, se tiennent autour d'elle et s'apprêtent à la frapper avec des martinets. « Bon, Kevin, tu veux peut-être te masturber avant que nous commencions ? Ne te gêne pas, j'aime regarder. » L'autre me défie du regard, mais il est pâle, comme un vœu pieux. Lentement, il approche la main droite de son sexe, puis l'empoigne et commence à se masturber. Il ferme les yeux. Avec la main gauche, il se caresse les couilles. Le mouvement s'accélère. Me dis pas qu'il va jouir. Matthew m'interroge du regard. Je fais signe de laisser courir. Et en effet, le taré d'Ava gicle en quelques secondes. Matthew recule comme s'il pensait pouvoir être contaminé, puis il lâche un « Putain, mec, t'étais en manque. Barry, ce type est malade, il faut l'enfermer. » Kevin demande s'il peut s'essuyer, et il rajoute « D'habitude, c'est ma femme qui s'en occupe. Elle aime ma sauce. » Je fais non de la tête. « Et je suis chez moi, je fais ce que je veux. » Il fait mine de se relever, mais Matthew le plaque sur la chaise. « Donne-lui une petite tape pour voir, » que je dis. Matthew frappe Kevin sur le dessus de la tête. « Une petite, j'ai dit. » Il bascule en avant et se protège comme il peut, en mettant ses mains sur le dessus de sa tête. Regarde Matthew. Kevin bande à nouveau. Ce type est excité par la violence, et il n'y a aucun remède contre cette perversion, du moins pas à ma connaissance. Ava ne peut pas continuer à vivre avec quelqu'un comme ça. Voilà ce qu'on va faire, Kevin. Il n'est pas question que tu touches encore à un seul cheveu d'Ava. Or, je crois comprendre que tu ne pourras pas t'en empêcher. Donc, je vais appeler le shérif et lui dire que tu es dangereux et qu'il faut qu'on s'occupe de toi. Crois-moi, il m'écoutera. Avec l'aide de Matthew ici présent, ils feront en sorte que tu ne sois plus jamais un problème. Kevin a la tête penchée. Son sexe est à moitié tendu. Il n'attend qu'une petite touche de brutalité pour repartir de plus belle. C'est simple. Soit je te laisse avec le shérif et Matthew, soit tu quittes Butlerstall sur le champ pour ne jamais revenir. Je dis bien jamais. À toi de voir. Tu disparais. On te laisse quelques minutes pour choisir. Pas question. Je suis bien ici. Et vous oubliez une chose. Quoi? Ava même, et elle n'acceptera pas ce deal à la con. Elle n'en saura rien. Comment ça? Comme je viens de le dire, tu vas disparaître. Tu écriras un petit texte qui dira que tu es désolé, mais que tu dois t'en aller parce que tu te rends compte que tu ne l'aimes plus, que tu as envie de voyager. Je ne sais pas, on va inventer une histoire toute simple. Jamais. Matthew envoie valser Kevin. Il tombe au sol et se met en position fœtale. Matthew l'attrape par les cheveux et le redresse de force, puis le rassoit sur la chaise. Kevin tremble. Il ne bande plus. À moi maintenant. Je m'avance et j'écarte la table. Je prends le visage de Kevin entre mes mains. Je me penche vers lui, puis d'un coup de tête, je lui écrase le nez. Il se met à hurler et porte ses mains à son nez, mais je l'en empêche. Laisse couler. Je ferme les yeux une seconde. Ce que je peux détester le sang. Heureusement, je porte mes lunettes foncées. « Vous m'avez cassé le nez, merde !» Oui, sans doute, et je ne vais pas m'arrêter là. Je n'aime pas la violence faite aux femmes, et à Ava en particulier.
J'envoie mon poing dans son ventre. Kevin se plie en deux. Matthew l'attrape par les cheveux et le tire en arrière. « Reste bien droit devant Monsieur Williams. » Kevin me regarde avec des yeux apeurés. Le sang dégouline sur son visage. J'ai envie de m'écarter. Je dis « Lèche ton sang, c'est dégueulasse à voir. » J'ai envie de me détourner. Je sens que mon estomac va bientôt me lâcher. Je dis à Matthew de prendre ma place. Je passe derrière Kevin et je tire sa tête, puis je passe mon index gauche sur sa gorge en disant « Je crois que tu n'as pas bien compris ce que nous voulons. » Kevin veut dire quelque chose, mais je l'en empêche. Je n'ai pas fini. Alors, dis-moi, est-ce que tu as envie de rester à Butlerstall? Il fait non de la tête. Est-ce que tu vas partir très loin d'ici pour ne jamais revenir? Oui de la tête. Alors nous allons nous entendre. On va écrire un message à Ava. Je ne sais pas écrire. Je fais signe à Matthew. Nouveau coup de poing dans le ventre. Kevin se plie en deux. Tu ne sais pas écrire? Il fait signe que non. Matthew, tu veux bien apprendre à écrire à notre hôte? Avec plaisir. Je m'écarte et Matthew reprend ma place. Il saisit Kevin par les cheveux. L'autre lève les mains pour essayer de se défendre et Matthew en profite pour lui attraper le poignet gauche et ramener son bras dans le dos. Puis il le soulève en lui tordant le poignet. Kevin pousse un cri de douleur. « Attendez, je vais essayer. Ah, ça me revient, oui. J'ai appris quand j'étais môme. Mais sérieux, j'ai plus écrit depuis des années. Je crois même pas qu'il y a du papier dans cet appart. » Matthew relâche un peu sa prise. « Putain, vous m'avez cassé la main. » Qui a dit que tu devais écrire une lettre? Je sais pas, moi. C'est pas ça. Tu vas lui envoyer un texto. J'ai pas de téléphone. Matthew. Attendez, dit-il en se couvrant la tête avec les bras. Je vous promets, j'ai pas de téléphone. Alors là, on a un problème, toi et moi. Pas de téléphone. Matthew, demande un peu à monsieur où il a bien pu ranger son téléphone. Ok. Et si je vous jure sur ce que j'ai de plus cher que plus jamais, je ne lèverai la main sur Ava, hein? Vous n'aurez qu'à vérifier. Elle vient tous les jours travailler dans votre putain d'hôtel de luxe. Vous verrez bien. Kevin, j'en ai marre. Tu vas te faire un sac de voyage et tu vas dégager d'ici. Il baisse la tête, il marmonne quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Rien. J'ai cru entendre que de toute façon tu allais revenir. Il fait non, en se couvrant à nouveau le dessus de la tête avec les bras. Si tu remets les pieds à Butlerstall, ce sera bien plus que ta petite gueule que tu devras protéger, dit Matthew. Finalement, Kevin rassemble quelques affaires, les met dans un sac. Il prend une veste qui était posée sur une chaise et en sort un téléphone portable. Je reprends. Écrit. Ava, je pars. J'ai compris qu'il valait mieux pour nous que je te laisse tranquille. Tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Des foutaises, oui, j'ai pas arrêté de souffrir. Continue. Ne cherche pas à me retrouver, j'espère que tu seras heureuse. Je dirai jamais ça. C'est le nouveau Kevin qui parle. Bon, tu termines, je t'embrasse. Bien, donne-moi ton téléphone maintenant. Il me le tend et je relis ce qu'il a écrit. C'est bourré de fautes, mais le texte est bien celui que je lui ai dicté. Je le félicite. Il ne réagit pas, il est perdu. Il regarde autour de lui en se demandant si tout ça n'est pas qu'un cauchemar. Il y a quelques minutes, il s'apprêtait à regarder le match des Red Flyers. Dire que ce matin, il pouvait encore compter sur Ava pour lui rendre la vie facile. Sûr, elle a peur de lui. Ava est une gentille fille. Il peut compter sur elle. Ava lui apporte la stabilité dont il a besoin. Tout seul, Kevin est incapable de marcher droit. Il faut toujours qu'il fasse un petit détour par l'arrière, histoire de trouver un peu d'argent facile. Ava est là pour l'en empêcher. C'est elle qui se charge d'être adulte pour deux. Il peut se la couler douce sans se poser de questions. Normal. Son père lui a dit avant de mourir « Trouve-toi une fille bien comme ta mère, une qui ne réchigne pas à travailler et à élever les enfants. »
Kevin a toujours connu son père malade. Pour lui, un homme doit pouvoir compter sur sa femme, et c'est ce que représente Ava. Sauf que là, elle déconne avec le paradis. Elle se pomponne comme une femme qui ne respecte plus son homme. Pour qui tu te prends? Je veux que tu te trouves un autre boulot, c'est tout. Fin de la discussion. Après avoir connu la rue, l'argent facile en vendant de la drogue, puis la prison, il a rencontré Ava lors de son premier week-end de permission. Elle travaillait comme serveuse dans un bar. Ils avaient sympathisé en buvant des bières après la fermeture. Kevin avait encore 2 ans à tirer. Ensuite, direction la sortie, avec mise à l'épreuve pendant des années. Il ne se souvenait plus combien, mais assez longtemps pour avoir besoin d'une gentille petite femme, docile et tout, le genre que son père aurait adoré. À sa sortie, Ava l'attendait, comme prévu, dévouée et souriante. Elle s'était maquillée comme il aimait. Putain, 2 ans d'abstinence. Il l'a sautée une fois la porte d'entrée de son appartement franchie. Et bonne avec ça. Elle aimait le sexe. Elle gênait juste ce qu'il fallait. Elle n'était pas contre une petite gifle pendant qu'il la pilonnait. Puis il a commencé à frapper plus fort. Les marques sur la peau l'excitaient. Elle geignait et lui bandait comme un vrai pro. Il commençait à se dire qu'Ava pourrait offrir son corps pour de l'argent, en sa présence, merde. De l'argent facile. Les hommes sont toujours demandeurs. Tout roulait, mec, jusqu'au jour où elle a trouvé ce boulot au paradis. Nous sortons et nous montons dans la voiture. Matthew et Kevin se mettent à l'arrière. Direction le terminal des autocars. Pendant le trajet, il n'arrête pas de se plaindre. Il dit que ce n'est pas juste, il pleurniche un peu. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et ça se lamente. Et ta gueule, que j'ai envie de lui dire. C'est ce type-là qui tabasse Ava? On ne croirait pas à le voir. Mais on dirait qu'il a de la morve au nez. Je me gare et nous tirons Kevin hors de la voiture. Je monte avec lui dans un car qui va à Los Angeles. Je paye son ticket et je vais l'installer sur un siège à l'arrière. Alors voilà, dans 10 minutes, j'envoie ton message à Ava. Je ne veux plus jamais te revoir à Butler Stall. J'espère que je me suis bien fait comprendre. En rentrant à l'hôtel, je passerai un coup de fil au shérif Duncan et je lui expliquerai la situation. Tu seras dans ces petits papiers. C'est comme si tu avais une marque sur le front. Tu comprends? Elle est rouge. Elle ressemble à un sens interdit. Kevin baisse la tête. De la morve coule sur sa veste. Je lui tends un mouchoir en papier. Il s'essuie. Je lui donne $50. Avec ça, tu pourras te loger en arrivant à L.A. Après, c'est toi qui vois. Mais je crois que tu es capable de te débrouiller. Tu l'as bien fait avant Ava, pas vrai? La débrouille, ça ne s'oublie pas. Je descends du car. Quand il démarre, j'envoie le message à Ava, puis j'éteins le téléphone. Je retire la batterie et je vais le jeter dans une benne à ordures qui se trouve un peu plus loin. Je balance la batterie dans les fourrés. Il fait chaud, comme dans un four. Mes vêtements me collent à la peau. Il faut aimer la chaleur pour sortir en fin de journée, quand le sol commence à rejeter toute la fournaise accumulée pendant la journée. D'habitude, à cette heure-ci, je suis dans ma chambre et je profite de la clim en sirotant un lemon bourbon, ce que je vais faire dès que j'arrive au paradis. J'espère qu'il n'y aura pas tout de suite un problème qui me tombera dessus. Je dis à Matthew de me laisser quelques instants seul.
Je m'éloigne un peu et j'essaye de retrouver Barry du paradis. Et ce n'est pas facile. Il n'est plus derrière le paravent. Je respire lentement. 5 secondes en inspirant, 5 secondes en retenant, 5 secondes en expirant. Je déteste ce que j'ai été. Il y a longtemps, tu parles. Barry de Londres est bien là. Il n'est jamais parti. Je frissonne. Je me fais l'effet d'un toxico qui a replongé. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Je parviens lentement à me calmer. Je vais voir derrière le paravent. Barry du paradis est là, mais il est tout timide et surtout, il a l'air de revenir de Londres. Ça fait 20 ans que je n'ai plus côtoyé la violence et en une seule journée, tout est remis en question. 5 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Non, pas remis en question. Ce que nous avons fait subir à Kevin était nécessaire. Enfin, je crois. Je vais m'arranger avec ma conscience. I need some time on my own. Nous rentrons à l'hôtel. Déjà 20 heures. J'ai l'impression que je cours après le temps et qu'il me faudrait des pattes de lapin. Heureusement, ce n'est pas tous les jours comme ça. Pendant que Matthew gare la voiture dans l'espace réservé au personnel, nous discutons de la manière de procéder. Je lui demande « Il te reste combien de chambres à fouiller ?»« Une petite dizaine. »« Voilà ce qu'on va faire. » Je lui explique que je vais prendre une douche et qu'ensuite je me rendrai au restaurant. Puis, je l'appellerai et nous ferons chambre par chambre en fonction des clients présents. Je rejoins la réception. Ava est occupée avec un couple qui vient d'arriver. Ils sont venus passer 15 jours au paradis avec une exigence particulière. Ils doivent absolument réussir leurs vacances, coûte que coûte et peu importe ce que cela coûtera. Enfin, pas trop tout de même, nous ne sommes pas riches. Je fais un signe comme quoi je monte dans ma chambre pour me changer. Elle me répond d'un oui de la tête. Apparemment, elle n'a pas encore lu le message. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. Warren et Ivy Ward. Warren sort du taxi. Il tend la main à sa femme. « Quelle galanterie, mon mari! Ça commence bien. Oh, tu as vu, c'est beau. Nous avons bien fait de choisir le paradis. Oui, je sens que nous allons être bien. » Le chauffeur dépose les valises à l'entrée. Warren règle la course. Il ne sait pas s'il doit donner un pourboire. Finalement, il opte pour $5. Le chauffeur remercie d'un signe de tête. Il n'a pas l'air content. Et quoi encore? Tu sais ce que j'ai dû trimer pour me payer ces vacances, du con. Warren et Ivy montent les marches et entrent au paradis. Ivy met son téléphone sur une perche et filme en marchant. « Nous voilà arrivés. Quel voyage! Je vous montrerai dans notre prochain poste, c'est-à-dire ce soir. On s'embrasse, chérie, pour nos followers? » Avec plaisir, Ivy. Chers amis, je crois que nous allons passer des vacances inoubliables. Restez bien avec nous, car nous aurons une surprise pour vous ce soir. Vous devinez un peu? Oui, oui, Ivy et ses toutes nouvelles fesses. Arrête-toi, Ivy, embrassons-nous. Tu cadres bien? Chers amis, nous nous aimons et nous sommes heureux.
Ivy, avec la langue. Warren et Ivy s'embrassent, ils font couler un peu de salive. Ouah, c'était bon. Tu ne trouves pas, Warren? C'était délicieux, Ivy. Bien, on vous laisse les amoureux des amoureux, mais on se retrouve très vite. Smack, smack. Smack, smack, les chéris. Ivy range son téléphone, tous les deux s'essuient la bouche avec une lingette. Ils arrivent à la réception de l'hôtel. Bonjour, nous sommes Warren et Ivy Ward. Nous avons réservé une chambre avec vue sur l'océan. I need some beach and some sun and some waves. It's getting hard to breathe. Gotta get out of this cold. Just me and a boat and a breeze. I need some time on my own. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun and some waves. I need some beach and some sun. Barry Williams. J'arrive dans ma suite. J'enclenche tout de suite l'ERCO. Je me déshabille et je range mon linge sale dans le panier prévu à cet effet dans la salle de bain. Je fais couler l'eau et je me mets sous le jet glacé. Le choc arrête mon cœur une seconde, puis je m'habitue et mon cœur repart. Je ne sais pas si c'est bon pour lui, mais je sais que ce choc thermique me donnera un coup de fouet pour toute la soirée et une partie de la nuit. Quand je sors de la douche, je ne m'essuie pas. J'enfile un caleçon et je vais m'asseoir sur la terrasse. Quelques minutes et je suis sec. Il est temps de se préparer pour la soirée. Je prends mon téléphone et j'appelle la réception. Ava décroche. « Tout va bien, Barry. Tu peux prendre ton temps et ensuite aller au restaurant. Je te rejoindrai plus tard, si tu veux. »« D'accord, avec plaisir. Pas de nouvelles ? » ?»« De quoi ? » ?»« Oh, rien. Je voulais dire, pas de nouvelles ? » ?»« Tu es bizarre. Il faut que tu manges quelque chose. Tu te fais vieux, tu sais. »« Ava, s'il te plaît, le respect des anciens. »« C'est bien ce que je disais. Tu es d'un autre temps. » Elle raccroche en rigolant. Je choisis du lin rose, pantalon et chemise. J'aime le lin. Je ne porte que ça, c'est mon plaisir. Je m'assois une minute sur le lit et je repense à Kevin. J'ai le sentiment qu'il a accepté trop facilement de quitter Butlerstall. Kevin n'est pas du genre à laisser Ava et tous les avantages qu'elle apporte. Elle est du pain béni pour un type comme lui. Bon, on n'y est pas allé de main morte, mais tout de même. Je ne veux pas la laisser seule. Il faut qu'elle garde la chambre de l'hôtel pendant une semaine ou deux. Je suis certain qu'il va revenir et s'en prendre à elle. J'appelle Matthew. « Tu connais quelqu'un qui pourrait surveiller l'appartement d'Ava ?»« Je vois. Tu crois qu'il va revenir ?»« J'en suis presque sûr. »« Je crois aussi. Je vais passer quelques coups de fil. » Je rajoute « Je paye ce qu'il faut. » « Tu veux une surveillance de combien de temps ? » ? « Commençons par une semaine. »« Ok, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Tu descends dans combien de temps au restaurant ? » ? « Maintenant. »« Je suis au 4e. Regarde si la 404 et la 410 sont bien en bas. » Je lui dis que je vérifie tout de suite. Je me lève et je sors de ma chambre. Direction le restaurant. Like not a wolf but just a sheep. My love for you it's steep. My heart is on a leash. I cannot love you when I weep. I hear a melody in my head. I like the sound of it instead. It's falling in my mind. It's falling in my eyes. I wanna love you all the time, but not the boom boom. 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 But not the bang, just with a beat, my love for you. À l'entrée du restaurant, il y a André Gonzalez, chef de salle, qui tient le registre. Il place les clients en fonction de leurs préférences. Je demande « Tout se passe bien, André ?»
Oui, oui, pas de problème, ce n'est pas encore la pleine saison, alors tout le monde est content. Je vais me prendre une assiette et je vais sur la terrasse. N'hésite pas à venir me chercher s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Je vais me servir au buffet. Ce soir, j'ai envie de manger de la viande, du riz avec de la sauce ranch, un mélange de mayonnaise, d'herbes et d'épices. Et comme dessert, je viendrai me servir de petits gâteaux. Ils sont délicieux. Je prends également du pain et un verre de vin rouge. Pas un grand cru, mais ça se laisse boire. Voilà, j'ai mon plateau, je vais à l'extérieur et je m'assois seul à une table. J'appelle Matthew et je lui dis que les clients de la 404 et de la 410 sont bien là. Parfait, je fais vite. J'ai faim. Je prends un morceau de pain et je le trempe dans la sauce ranch. Je salive. Je le mets en bouche et une femme vient me voir. Je ne l'ai jamais vue. Elle porte un paréo et elle est chaussée de sandales de plage bleues. Elle est agréable à regarder, mais je sais déjà quel est le problème. « Vous êtes Monsieur Williams ?» J'avale comme je peux mon pain. « Oui, et vous êtes ?»« Cassie Callis. Je viens d'arriver, enfin, ce matin. J'ai passé toute la journée à la plage et je meurs de faim, mais on ne me laisse pas entrer. C'est la première fois qu'on m'interdit l'entrée d'un restaurant. Pourtant, je ne sais pas, mais je me trouve présentable, non ? Je repousse ma chaise et je me lève. Je prends le bras de Madame Callis et je l'emmène à l'écart. Je n'aime pas quand les problèmes se règlent devant tout le monde. Elle se laisse faire. Elle prend appui sur moi et je sens son odeur de soleil et de crème. Elle a une belle peau, légèrement ambrée. Elle sent bon. Je regrette de devoir lui dire que sa tenue n'est pas appropriée pour le dîner, mais c'est une règle nécessaire, un mal pour un bien. Le restaurant n'est pas un bar de plage. Cassie Callis apprécie ma délicatesse. Elle me demande de l'accompagner jusqu'aux portes des ascenseurs. Cassie Callis. And the world feels heavy on my chest. I don't wanna be here anymore. I don't wanna be here anymore. When the dark is closing in, and I feel like I don't know who I am. Oh, I don't wanna be here anymore. I don't wanna be here anymore. Cassie Callis est arrivée le matin même, venant de Los Angeles, et elle était bien décidée à ne rien faire pendant sa semaine de vacances. Elle était tellement épuisée qu'elle n'arrivait plus à trouver le sommeil. Il faut dire qu'au cabinet de chirurgie esthétique du docteur Manning, le travail avait été intense ce dernier mois. L'été approchant, tous les hommes et toutes les femmes qui ne se trouvaient pas à leur goût ou qui ne se reconnaissaient plus dans le miroir au sortir de l'hiver voulaient se faire remodeler, soit le ventre, soit les lèvres, soit les seins, soit les dessous de bras, se faire tirer la peau ou tout en même temps. Manning et elle en avaient sucé de la graisse et injecté du botox. Le docteur Manning est un chirurgien esthétique reconnu avec un petit cabinet. Il veut s'occuper lui-même de ses patients. Il veut rester à taille humaine, contrairement à tous ces instituts qui ont fleuri ces dernières années. Les patients aiment être le centre du monde, et avec Manning, ils le sont. Je vous donne ma confiance et vous me rendez ma poitrine. Cassie dépose sa valise dans sa chambre. Elle prend une douche. Elle se tartine de crème 50+,
parce que chez Manning, les peaux hors d'usage et flétries avant l'âge par le soleil californien vous dégoûtent de la bronzette pour toujours. Elle choisit un maillot 2 pièces, uni, de couleur vert émeraude, noue un paréo d'un vert légèrement plus sombre que le maillot, prend sa serviette, ses sandales en plastique bleu, son petit sac étanche, avec à l'intérieur une bouteille d'eau, de la crème 50+, un bon livre sentimental et son téléphone. En route pour la plage. Never know, should have guessed. No one could, don't forget. Came to me like a thief, fell asleep, woke up at the beach. En traversant le hall d'entrée, puis la grande terrasse, puis les abords de la piscine, puis le chemin vers la plage, Cassie observe les hommes. Elle est bien décidée à faire des rencontres. Elle sait qu'elle plaît aux hommes parce qu'elle est seule, belle et libre. Elle sait aussi qu'elle ne plaît pas aux femmes. Do you hear that? Don't you feel that? Do you feel that? Do you see? It's your beach, it's your beach, it's your beach. Elle est habituée aux regards envieux et jaloux que lui lancent les épouses, mais aussi les autres femmes seules. Suddenly, memories, sun and sea, swallow me. Salty breeze, buried deep, fell asleep, woke up at the beach. Le monde des femmes en vacances est un mélange de faux sourires et de quelle pouffe celle-là, basé sur la longueur de la jupe et la hauteur des talons. Un monde de remarques entre copines, si on a la chance d'en avoir, ce qui n'a pas souvent été le cas de Cassie. Un monde de « je t'épie pour savoir si tu fais mieux que moi » et de « ne t'avise pas de tourner autour de mon mec » ou de « non, mais quelle gourde, tu as vu le regard qu'elle vient de me jeter, comme si j'étais de la merde » ou de « quel maquillage, on dirait une pute riche ». Bref, en étendant sa serviette sous un parasol, Cassie sait ce qui l'attend. Toutes les femmes rêvent d'être belles, si elles savaient comme c'est parfois lourd à porter. Cassie s'endort, bercée par la musique des vagues et le bruit des gens heureux. Elle se réveille quelques heures plus tard sous le soleil, qui n'en rate pas une pour déjouer les parasols. Elle change de place et se tartine à nouveau de crème. En examinant sa peau, elle constate qu'il n'y a aucun dégât. Elle repense à ce que dit le docteur Manning. Un coup de soleil et la peau vieillit de 10 ans. Elle vide sa bouteille d'eau, puis elle prend son livre et commence sa lecture. Qu'il est bon de n'avoir rien à faire et de voyager avec Daniel Steele au pays de l'amour qui finit bien. Autant dire que ça n'arrive que dans vos rêves. Pour Cassie, les histoires d'amour s'étaient toutes terminées à cause de la face cachée des hommes qu'elle avait rencontrés et qui ne ressemblaient pas du tout, mais alors pas du tout, à la face visible. Elle préfère ne plus y penser et reprend sa lecture de « Tout ce qui brille ». Elle se passionne pour l'héroïne Coco et son amant qui n'en veut qu'à son argent. Elle saute quelques pages. Voilà, c'est bien ce que je disais. Fais attention, Coco, il va tout dépenser et puis il te laissera sur le carreau. Elle doit se faire violence pour ne pas sauter quelques chapitres. Elle sourit, une vraie gamine. Elle est distraite dans sa lecture par un vieux monsieur installé non loin et qui raconte à son petit-fils un secret qu'il est seul à connaître. « Tu sais pourquoi ta grand-mère et moi ne dormons pas ensemble ?» demande-t-il. Le garçon répond que non.
Eh bien, figure-toi que grand-mère fait de terribles rêves. Elle court dans une forêt et les arbres ne se gênent pas pour lui mettre des branches en travers de son chemin alors qu'elle est poursuivie par une créature mystérieuse et menaçante. Elle se réfugie dans une grotte et pour chasser la créature qui veut entrer dans la grotte, elle grogne comme une lionne. « Tu veux dire qu'elle ronfle ?» dit le garçon. « Comment tu as deviné ?» dit le grand-père. « Parce que je l'entends dans ma chambre, et parfois elle ronfle tellement fort que ça me réveille. Moi non plus, je ne voudrais pas dormir avec grand-mère. » Cassie pose son livre. Elle ne supporte pas que l'héroïne Coco soit si bête. Le héros Nigel va l'entuber comme une débutante. Mais tu ne vois pas qu'il se fout de toi ? Non, décidément, il faut qu'elle continue sa lecture. Le vieux monsieur raconte encore une autre histoire, mais elle parvient à ne pas l'écouter. L'héroïne Coco rentre plutôt chez elle, ce qui n'était évidemment pas prévu. Cassie sait ce qu'il va arriver. C'est toujours la même chose. Steele écrit ce que nous voulons lire. Et voilà, Coco monte à l'étage pour aller chercher ce qu'elle a oublié. Elle ouvre la porte de la chambre et voit son mari, la tête enfouie entre les jambes d'une jeune assistante, blonde, qui lui dit de ne pas s'arrêter, que sa langue est bonne et qu'elle va jouir. Cassie le lit de cette manière et elle sent le désir monter en elle. Cette lecture lui donne envie d'avoir un homme qui lui fasse l'amour sans ménagement. Un homme sans visage, juste du sexe. Ça fait 1 mois que Cassie n'a plus connu l'étreinte d'un homme. Elle regarde autour d'elle, personne ne fait attention. Elle écarte légèrement les cuisses et se caresse. Le plaisir est intense. Elle ferme les yeux et imagine le héros Nigel, le mari de l'héroïne Coco, en train de lui faire l'amour, égoïstement, sans parler, juste du fantasme. Elle est dominée par lui et elle aime ça. Cassie ne met pas longtemps avant de jouir. Elle pousse un cri. Le vieux monsieur la regarde, mais il est loin d'imaginer ce que la jeune femme a bien pu faire. Il détourne le regard et continue son histoire. Cassie reprend sa lecture. Elle veut savoir ce que l'héroïne Coco a décidé. Coco comprend en un instant toute la fourberie de son mari et veut le chasser. Nigel la supplie et promet que ça ne se reproduira plus, jure que ce n'est arrivé qu'une seule fois, se met à genoux. Qu'allait-il devenir sans elle ? C'est qu'il a de vraies larmes qui coulent le long de ses joues. Cassie espère que Coco ne va pas tomber dans le panneau. Cassie dévore les pages suivantes. Enfin, l'héroïne Coco chasse le héros Nigel. Elle lui dit de ne plus jamais revenir. Elle se jure de divorcer au plus vite et de ranger aux oubliettes cet épisode de sa vie. Maintenant, Cassie peut refermer son livre. D'ailleurs, il est temps d'aller dîner. Elle rassemble le peu d'affaires qu'elle a emportées, puis gagne le bar de la piscine. Coffee's gone cold, but your cup's still there. Lipstick print on my rim, like you just left the room. I think of you in every quiet corner, in every... Elle prend un Sunset Spritz. Elle adore cette boisson légère. Pas besoin de se saouler avant le dîner. Beaucoup ne se contrôlent plus quand les boissons sont comprises dans le forfait. D'ailleurs, elle est entourée de clients qui rient fort, qui se tapent le dos en disant « La prochaine tournée est pour moi ». La même connerie éculée qu'elle entend depuis des années dans tous les hôtels qu'elle a fréquentés. Les clients bourrés se fendent la poire et les autres se détournent en se disant « Oh, il faut bien qu'imbécilité se passe. Espérons juste qu'ils ne viennent pas s'installer à côté de nous au dîner. » Cassie va s'asseoir à l'écart. Elle rêve un peu, elle boit son sunset, puis elle prend son téléphone et vérifie ses messages. Pas grand-chose d'intéressant. Elle entend une dernière subtilité alcoolisée. Ronnie a oublié sa carte de banque au bar.
Oh, il va vite s'en rendre compte et revenir. Si c'était sa femme, pas sûr qu'il reviendrait. Bon, il est temps d'aller manger. Elle a subitement terriblement faim. Cassie gagne l'entrée du restaurant où le chef de salle l'arrête en lui disant qu'elle n'est pas habillée pour la circonstance. Pour une fois, j'ai tellement faim. Je vais juste me servir au buffet et ensuite je vais sur la terrasse. Je ne dérangerai personne. Mais le chef de salle n'est pas du tout sensible au charme de Cassie. Il lui dit d'aller trouver M. Williams, directeur des problèmes, sur la terrasse en faisant le tour par l'extérieur, s'il vous plaît. Ce qu'elle fait. Je vous retrouve bientôt et nous verrons ce que la soirée nous réserve comme rebondissement. Même moi, je ne sais pas encore ce qu'il va se passer.